Il s'agit peut-être d'un des plus grands mystères de la diplomatie internationale, le crash en 1961 en Zambie actuelle de l'avion qui transportait le secrétaire général de l'ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld. Tout ceci dans un contexte de crise au Congo. Plusieurs enquêtes ont été menées sans faire la lumière sur ce drame, mais s'agissait-il d'un attentat ou d'un accident? Pour en parler, nous recevons ce soir Morin Picard. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes journaliste basé à New York auprès de l'ONU. Vous travaillez également pour Le Soir en Belgique et Le Figaro en France. Vous signez une enquête palpitante sous forme de polar. Le titre, Ils ont tué Monsieur H aux éditions du Seuil. Première question, Morin Picard. Avant de se plonger dans ce livre, pouvez-vous nous dire qui est ce Monsieur H? Dag Hammarskjöld est un économiste qui est devenu ministre des Affaires étrangères dans les années 40. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur le plan Marshall, la reconstruction de l'Europe après la guerre. C'est un personnage de roman. Il est, avant d'être nommé secrétaire général des Nations Unies, à sa propre surprise, en 1953, il est alpiniste, poète, artiste, photographe. Il va même publier des photos de montagnes dans le National Geographic. C'est un personnage extraordinaire, multiples facettes, et c'est surtout un intellectuel, un érudit qui prend la tête de l'ONU en 1953. Qu'est-ce qu'un secrétaire général de l'ONU vient faire au Congo, un pays qui est déjà traversé par des crises? En 1960, le Congo belge est devenu indépendant, un peu brutalement, un peu à la surprise générale, et tout d'un coup, une insurrection se déclenche au sein de la force publique, l'armée nationale congolaise, et en quelques jours, Dag Hammarskjöld, à la tête du secrétariat général de l'ONU, lance une énorme opération de maintien de la paix, la première aussi importante historiquement. 16 000 hommes débarquent au Congo en quelques jours, et il s'agit de pacifier le pays qui est à feu et à sang. Vous avez enquêté pendant plusieurs années, justement, sur la mort de Dag Hammarskjöld. Vous parlez d'un crime presque parfait. Selon vous, quels sont les éléments qui vous permettent, vous, de privilégier la thèse du crime? Premièrement, les témoins qui n'ont pas osé parler pendant un demi-siècle, essentiellement des Noirs, des charbonniers qui vivaient dans la savane et qui ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais osé raconter. Ils ont vu un deuxième avion derrière l'avion du secrétaire général de l'ONU et ils ont vu un combat aérien. Un combat aérien. Et la suite? On ne reverra plus jamais cet avion. L'avion qui s'écrase, une boule de feu, ces témoins qui s'enfuient, apeurés, croyant que l'apocalypse est arrivé, ou qu'en tout cas la guerre des Blancs les a rattrapés. Et ils ont tellement peur de s'exprimer, tellement peur d'aller parler à la police, ils sont certains d'être emprisonnés, ils vont se taire pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ils ont décidé de parler? Ils sont Ceux que vous avez rencontrés, ils ont décidé de parler? Ils ont accepté de parler déjà depuis plusieurs années, mais ils ne sont plus qu'une poignée. Alors, autre énigme en parcourant ce livre, et on tombe sur pas mal d'anecdotes assez intéressantes. Autre énigme, celle d'un officier du renseignement norvégien qui a pu voir la dépouille de Dag Hammarskjöld. Et selon lui, selon ses dires, il a vu un orifice sur le front de la victime. Oui, il n'a que quelques secondes à la morgue de Ndola, à la frontière du Katanga, en Rhodésie du Nord à l'époque. Et il peut voir le corps à la morgue et il a juste le temps d'apercevoir un orifice suspect sur le front. Mais les médecins qui l'entourent sont extrêmement hostiles et il doit quitter la pièce. Et lui aussi gardera le silence pendant plusieurs décennies avant de commencer à en parler juste avant sa mort en 2005. Dans votre livre, Ils ont tué Monsieur H, vous avez longuement parlé des mercenaires français. Première question, y avait-il que des mercenaires français? Et pouvez-vous nous dire quels ont été leurs rôles différents? Le régime sécessionniste du Katanga, qui était emmené par Moïse Tshombe, avait recruté plusieurs centaines de mercenaires blancs, parmi lesquels une poignée de Français. Ils étaient 22 d'après mes recherches. Et ils sont emmenés par un personnage assez célèbre en France qui s'appelait Roger Falk, un grand soldat de l'armée française qui avait fait l'Indochine et l'Algérie. Et ces 22 n'étaient pas des soldats de fortune. On sait aujourd'hui qu'ils étaient en mission commandée. Ils avaient été envoyés par la France au Katanga pour soutenir ce régime sécessionniste contre Léopoldville, contre le gouvernement congolais de l'époque. Vous expliquez aussi que plusieurs pays possédaient des colonies, qui possédaient des colonies en Afrique pourraient être mêlés à la mort du diplomate. Qui sont ces pays, justement? On parle de la France, j'ai aussi compris qu'il y avait aussi le Royaume-Uni. Quels sont les autres pays? L'Afrique du Sud, la Belgique, des pays pourvoyeurs de mercenaires qui ont également d'énormes intérêts dans cette région, qu'on appelle la Copper Belt, la ceinture de cuivre, d'où émanent presque 10% des réserves mondiales de cuivre aujourd'hui. Aussi l'uranium, puisque c'est de là que vient l'uranium qui a servi à la bombe atomique d'Hiroshima. Donc selon vous, c'est un complot avec en toile de fond une mainmise sur les richesses minières du Katanga? Tout à fait, Dag Hammarskjöld dérange, puisque Dag Hammarskjöld et l'ONU veulent réunifier le Congo, veulent mettre fin à cette sécession katangaise.
Et ses adversaires, les adversaires de Hammarskjöld, pensent qu'il est là pour voler ses réserves minières, peut-être pour la Suède, pour les intérêts miniers de la Suède, ou peut-être tout simplement pour Moscou, puisque c'est la grande peur rouge. On pense que derrière l'ONU se trouve l'œil de Moscou. En 1953, Dag Hammarskjöld, qu'on voit à l'image, est nommé à la tête de l'ONU. Peut-on estimer qu'il a surestimé le rôle et l'étendue de sa fonction dans une période où le monde est en plein balbutiement? C'est de toute évidence un homme comme il n'y en aura plus jamais, un secrétaire général de l'ONU qui pense qu'il peut intervenir lui-même, physiquement. Il en a le courage, il en a la vaillance. Il est déjà intervenu plusieurs fois lui-même en première ligne pendant des crises internationales très graves, comme Suez en 1956, comme Bizerte en Tunisie en 1961, 2 mois avant sa mort. Dag Hammarskjöld pense que l'ONU peut s'interposer en plein contexte de guerre froide entre les deux blocs antagonistes et combler le vide quand un régime colonial vient de se désagréger, comme c'était le cas avec le Congo belge. Donc il a vraiment, enfin, il a suivi, entre guillemets, ce qu'on mettait en gros pour sa fonction, ce qui dérangeait les grandes nations, justement, quand on fait, vous venez de parler du grand jeu, avec les deux blocs, États-Unis, Russie, qui se disputaient également l'Afrique, mais également les décolonisations africaines et asiatiques. Tout à fait, puisque les Nations Unies passent d'un coup de 54 États membres à 99 États membres en l'espace de 2 ans, entre, je crois, 1959 et 1961. Et tout d'un coup, vous avez un secrétaire général dont on avait toujours pensé qu'il était plus secrétaire que général. Vous pensez qu'il a payé le prix de sa détermination, de sa témérité, qui s'est opposé aux grandes nations et que c'est ce qui lui a coûté la vie? Il s'est incontestablement aliéné des grandes puissances, des États membres permanent du Conseil de sécurité, qui ne l'avait pas vu comme tel auparavant, qui pensait qu'il était un petit fonctionnaire obéissant et qui soudainement s'est mué en égal des grands chefs d'État et qui pensait justement discuter d'égal à égal avec Paris, Londres, Pretoria, Washington. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de Dag Hammarskjöld en ce qui concerne le rôle spécifique du secrétaire général de l'ONU? Beaucoup de choses ont changé. Le secrétaire général de l'ONU est nominé par les États membres de l'ONU. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, on pensait avoir le contrôle de la situation. Dag Hammarskjöld échappe à ses créateurs, il échappe à ces grandes puissances qui l'ont nommé en 1953. Et ces grandes puissances, ces grandes capitales réalisent qu'à partir de maintenant, il va falloir mieux choisir les candidats pour faire en sorte que la créature ne leur échappe pas. Plusieurs enquêtes ont été menées. L'enquête d'un juge tanzanien doit être remise le mois prochain. Que peut-on en attendre? C'est probablement la dernière chance pour résoudre l'énigme de Ndola, du crash qui a coûté la vie à Dag Hammarskjöld. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, va recevoir le rapport du juge tanzanien Mohamed Chande Othman, probablement à la fin du mois de juin. On sait qu'après, c'est terminé. Les témoins sont très vieux. Et surtout, il y a le grand problème de la déclassification des archives confidentielles des grandes puissances, des services secrets occidentaux. Toutes les nations ont déclassifié leurs archives? Absolument pas. Lesquels font encore bloc, font encore de la résistance par rapport à cette affaire? Le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud refusent obstinément de coopérer avec l'ONU. Pour quelle raison? En disant qu'ils n'ont rien à déclassifier, qu'ils n'ont rien dans leurs archives. Ils ont jeté un coup d'œil, mais il n'y a rien. Ça, c'est le cas des Anglais. L'Afrique du Sud ne répond tout simplement pas. C'est le silence radio depuis 3 ans, depuis que cette enquête a commencé. La France et la Belgique, en freinant des 4 fers, ont accepté de coopérer timidement. Mais il y a toujours le problème des archives confidentielles, notamment en France, celles des services de renseignement français, qui n'ont toujours pas été rendues accessibles aux enquêteurs de l'ONU. Merci Morin Picard d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ils ont tué Monsieur H, Congo 1961, le complot des mercenaires français contre l'ONU, aux éditions du Seuil. Une enquête passionnante sur la disparition du patron de l'ONU le 18 septembre 1961.